Je me lance dans les jingles toute seule, mais sauf que je viens de faire Motus. Je ne sais pas pourquoi j'ai chanté Motus. Je n'ai jamais regardé Motus. Voilà. Enfin, point de vue historique. Donc, du bazar de la charité. Déjà, on va parler de ce que sont vraiment les faits. Voilà, les faits et rien que les faits. Donc déjà, au niveau de la période, nous sommes dans la période de la Belle Époque, de 1879 à 1914. Donc, c'est-à-dire le 19e siècle en France. Le 19e siècle a été légèrement agité. Hein, on a connu un empire, puis le revival de la monarchie avec Louis XVIII, puis Charles X, puis Louis-Philippe Ier. Puis ensuite, il y a eu la Deuxième République, puis il y a eu le Second Empire avec Louis Bonaparte. Et après, on est passé à la Troisième République. Sur moins d'un siècle, hein, sur 70 ans quand même, on a eu tout ça. Grand bouleversement donc en France d'un point de vue politique. On a eu aussi la révolution industrielle, donc des changements au niveau de la façon de travailler, la façon de voir le travail aussi. Au niveau des conditions sociales, avec la classe dominante, ça devient la bourgeoisie et donc plus l'aristocratie. Voilà, donc gros bouleversement. Donc ce 19e siècle, dis-donc, qu'est-ce qui s'en est passé des choses? Ensuite, on a aussi donc, la bourgeoisie qui veut montrer qu'elle a de l'argent, qu'elle fait partie de des hautes sphères de la société, n'est-ce pas? Donc il était de bon ton à l'époque d'organiser des événements, des galas de charité, comme justement le bazar de la charité. Et généralement, ce sont les femmes qui sont à l'organisation parce qu'il faut bien les occuper, les pauvres. Hein, parce que je rappelle donc que Napoléon, le premier empereur, a réduit comme peau de chagrin les droits des femmes. Voilà. C'est marrant, je dis ça cette année, le bicentenaire de sa mort, où tout le monde est en train de dire « Oh là là, Napoléon !» Mais il n'a pas fait que des choses bien. Donc voilà. Donc on a les ingrédients. Société en pleine mutation, bouillonnement, et les femmes qui essaient d'exister en fait pour elles-mêmes. Alors, le bazar de la charité, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le 4 mai 1897, l'aristocratie, la grande bourgeoisie se retrouve donc au bazar de la charité, c'est-à-dire qu'ils vendent des objets, ils achètent des objets et l'argent récolté vont à des œuvres et des grandes associations justement pour venir en aide aux plus pauvres et aux plus démunis, et c'est surtout une occasion de se faire voir, de montrer à quel point nous sommes charitables, à quel point nous sommes gentils et qu'on pense à notre prochain et que franchement on a beaucoup de tunas. Et je me suis un petit peu emballée là je trouve. Hein. Et donc en fait voilà, c'est un événement dans lequel il fallait être vu, et en plus, grande nouveauté, en ce 4 mai 1897, il y a le cinématographe des Frères Lumière qui est là, donc notamment avec le train arrivant en gare de la Ciotat. Grand événement, c'était la révolution à l'époque, c'était justement ce cinématographe, donc tout le monde se précipite aussi pour voir donc ce film, ce court-métrage, on va plutôt dire, hein. Et mais c'est là que c'est moins drôle. Et ouais, parce qu'à 16h, le gars, dans sa loge de projectionniste, il se dit « Ouh là là, je ne vois pas bien. Dis donc, camarade, tu pourrais allumer une petite allumette pour que je vois mieux avec des lampes à éther dans la loge qui fuit. » Éther et les allumettes, ça fait pas bon ménage. Donc l'incendie a commencé comme ça. Et ça a commencé comme ça. Et en fait, le truc c'est que ils ont voulu aussi, quand ils ont bâti le bazar de la charité, parce qu'ils avaient changé d'endroit, ils ont voulu une ambiance un petit peu Moyen-Âge, donc avec tout en planches de sapin. Le feu et planches de sapin. Et aussi, il y avait plein de tentures bitumées. Incendie, planches de sapin, tentures bitumées. Voilà. Donc l'incendie a duré 20 minutes. Ça a tout cramé d'un coup d'un seul. Et il y a eu énormément de victimes. Il y a eu 118 femmes décédées et 7 hommes. Voilà. En 20 minutes. Pourquoi 118 femmes et pourquoi 7 hommes? Pourquoi que 7 hommes et 118 femmes? Et je vais vous expliquer. Déjà, petit point mode. Alors, voilà, donc je prends l'accent du sujet, alors que je vais imiter celui de Christina, je me suis un peu bouffée, non. Mais j'arrive pas à parler aussi fort qu'elle en fait. Donc je vais rester avec ma voix normale finalement.
Alors, à l'époque, les femmes et les hommes n'étaient pas très égaux, sans blague, et notamment au niveau vestimentaire, c'est-à-dire que les hommes, eux, avaient le droit de porter le pantalon. Alors je vous rappelle que l'interdiction pour les femmes de porter le pantalon a été abrogée il y a moins de 10 ans, en France. Bon, on s'était arrogé le droit avant, faut pas déconner, mais à l'époque, donc c'était que des robes. Donc déjà, des robes, courir avec des robes longues, c'est pas le truc le plus pratique. Deuxièmement, il y avait aussi le port du corset. Voilà, le corset donc qui servait à serrer la taille, de toute façon moi c'est mort en ce moment, à serrer la taille au maximum, parce qu'il faut avoir la taille de gap, et ça aplatissait la poitrine. Donc déjà pour un niveau confort respiratoire, hein, je pense qu'on a vu mieux. Mais là en plus, pendant un incendie, c'est pas foufou, hein. Ça, franchement ça aide pas, donc intoxication, donc les fumées, donc les machins. Et aussi, la mode, donc c'était la taille, j'essaie de m'agrandir, mais en fait, non, j'arrive pas, la taille fine, et la robe, bah, la jupe de la robe, le bas de la robe, un peu évasé, comme ça, un peu évasé, un peu machin. Et du coup, pour donner du bouffant et du volume à ces robes-là, mais qu'est-ce qu'on faisait? On mettait de la glycérine. Voilà, la glycérine est hautement inflammable. Et en plus, ces robes-là, donc je vous rappelle, c'était surtout l'aristocratie, la grande bourgeoisie qui était à cet événement. Donc les tissus, eh ben, c'était du satin, de la dentelle, hautement inflammable aussi. Elles n'avaient rien pour les aider, quoi. Donc déjà, niveau vestimentaire, elles partaient pas gagnantes, hein. Et du coup, ça contribue à fabriquer une torche humaine rapidement, parce que forcément, tout ça mélangé, ça marche pas bien. Mais aussi, et c'est là ça a causé un énorme scandale à l'époque, et c'est repris d'ailleurs dans le livre et dans la série, le gros scandale c'est que pourquoi 118 femmes et que 7 hommes? Et ben pour la simple et bonne raison, c'est que dans le mouvement de panique, ce qu'on peut comprendre, parce que les issues de secours, certaines portes ont été bloquées pour faire de la place par rapport à la charité, donc en fait il y avait très peu de portes pour sortir, ce qui n'aide pas. L'enfermement, tout ça, mais c'est surtout que les hommes se sont comportés comme de gros lâches. Et je ne dis pas ça parce que, ah ouais, non mais elle est féministe aussi, je pensais qu'elle dit ça. Non, ce sont des faits. Pour le coup, ce sont des faits, enfin, même d'habitude, ce sont des faits. Les hommes ont poussé les femmes sur le côté et les ont fait tomber dans le feu pour qu'eux puissent sortir. Donc ils les ont poussés, ils les ont frappés avec leurs cannes, parce qu'on a retrouvé des cannes avec du sang et des cheveux longs dessus. Ils les ont maltraités, enfin bref, ils les ont laissés là dépérir dans les flammes, pendant que messieurs, eux, sortaient, enfin pas tranquillement quand même, mais sortaient du bazar de la charité, ce qui a fait les gros titres de tous les journaux, ils s'en sont pris plein la tronche, enfin, bref, tout ça pour dire que aucun n'a été poursuivi pour non-assistance à personne en danger, pour homicide volontaire, rien du tout. Mais 118 femmes sont décédées. Voilà! C'était quand même sympa. Donc ce scandale, et bah forcément c'est parti de Paris, mais ça s'est embrasé. Pardon. Au niveau de la France, puis au niveau de l'Europe. Et là vous me dites, mais pourquoi l'Europe? Ça va quoi? Enfin, ça se passe en France. Et ben parce qu'une des victimes, c'était la duchesse d'Alençon, qui est juste la sœur de Sissi, l'impératrice d'Autriche, que nous on connaît bien parce que à chaque Noël on a le droit à Sissi l'impératrice avec Romy Schneider. Et ben là, en fait, c'était sa sœur cadette qui était au bazar de la charité et qui est décédée dans les flammes. Et du coup, ça l'a fait mal. Sacrément mal. Donc voilà. Et là, on arrive à un point où ça ne correspond plus trop. À l'époque, l'anarchie faisait peur. Très, très peur. Alors, pourquoi? Parce que... Bon, allez, on va y aller. Alors, parce que déjà, lors de la Commune en 1871, on se rappelait la Commune de Paris, on a beaucoup parlé cette année, ce qui est bien parce que finalement, c'est la première fois où j'en entends autant parler. Ah, faut que j'articule. Et ben, les anarchistes comme Louise Michel ont participé au soulèvement des Parisiens contre le gouvernement et ils ont déclaré que Paris était une commune libre. Ce qui n'a pas plu aux gens du gouvernement, donc et en plus ils appelaient à l'abolition de l'État
et à une fédération libre des communes anarchiques. C'est-à-dire une perte de contrôle de l'État sur ces communes-là, donc forcément ça plaît pas, ça fait peur, et la commune a été quand même pas mal sanglante, il y a eu beaucoup de combats, ça a été très très dur. Donc déjà, premier élément, ils étaient pas chauds les gars. Ensuite, il y a eu des vagues d'attentats anarchistes aussi en France, à partir de 1881, c'est-à-dire que les anarchistes ont appelé à l'action directe. Alors l'action directe, ça veut pas dire forcément qu'on va tout faire péter, ça peut être des manifestations, ça peut être des brûlots dans les journaux, ça peut être... voilà, il y a plein d'actions, c'est pas forcément violent, c'est pas forcément quelque chose d'explosif, ça peut être juste marquer son mécontentement. Et du coup, ces brûlots, ces appels à l'action directe ont été publiés dans la presse anarchiste pour lutter contre un système qu'ils ne reconnaissaient pas. Parce qu'en effet, pour les anarchistes, je fais la pensée en de façon très grossière. Voilà. C'est que pour les anarchistes, en fait, la liberté individuelle passe au-dessus de tout et qu'on ne devrait pas être soumis à un État et que l'être humain serait capable de s'autogérer et n'a pas besoin de tutelle, en fait, comme l'État, comme un gouvernement, comme tout ça, pour se gérer. Donc ça plaisait pas forcément aux gens au pouvoir forcément, hein, voilà. Et du coup, ça a créé des frictions. Sauf que la véritable vague d'attentats a commencé en 1892, à l'époque où le président était Carnot et le Premier ministre Émile Loubet. J'ai pris ce petit accent-là parce que je trouvais ça très drôle. Voilà, je m'éclate comme je peux. Donc en fait, cette série d'attentats a eu lieu, a été faite contre le pouvoir donc en place. Donc ça commence le 11 mars par Ravachol, et c'était notamment en réaction à l'affaire de Clichy. Et là vous me dites, mais c'était quoi l'affaire de Clichy? Mais je vais vous répondre. Donc le 1er mai 1991, une trentaine de personnes, 30 personnes, anarchistes, manifestent tranquillou avec le drapeau rouge, de Levallois-Perret jusqu'à Clichy, et il se passait rien de particulier, sauf qu'à la fin, un commissaire, je vais voir si j'ai pas écrit son nom, un commissaire a décidé et a donné l'ordre à ses policiers de récupérer l'emblème, donc le drapeau rouge, parce que ça lui plaisait pas, parce que je sais pas. S'en est suivi un petit affrontement où un anarchiste a été blessé, 3 policiers aussi, blessés légèrement en fait, mais quand même blessés. Du coup, ils ont arrêté 4 anarchistes qui les ont emmenés au poste à Clichy. Et ces anarchistes-là ont été tabassés, roués de coups, éclatés par les policiers. Voilà. Donc quand Ravachol et ses copains ont su que donc des anarchistes ont été frappés, tabassés, et qu'aucun policier n'a été inquiété, et qu'en plus les anarchistes donc, qui se sont fait frapper ont pris des peines d'emprisonnement jusqu'à 5 ans ferme, Ravachol il s'est un peu énervé. Alors déjà qu'il a une vie un petit peu compliquée le gars, mais du coup ils ont commencé à lancer une vague d'attentats en France, dont un en 1894, et ça a tué en fait le président Carnot à Lyon. Donc forcément, il y a des attentats là, il y a eu aussi en 1893, pardon, une bombe a été lancée dans la Chambre des députés. Voilà, il y a eu pas mal de bombes et trucs comme ça, et du coup, les 11 et 15 décembre 1893 et le 28 juillet 1894, une série de lois réprime durement le mouvement anarchiste, et on en a interdit la propagande. Donc c'est dans ce contexte-là, en fait, d'anarchisme, d'incertitude, de rébellion contre le pouvoir, de recherche de liberté pour certains, de l'ordre pour l'autre, que du coup s'inscrit finalement le livre et la série. Et ça se voit dans la série, puisqu'en fait il y a vraiment un renforcement de l'ordre établi qui s'est passé en France et qu'on voit dans les fictions, et aussi la montée de l'opinion publique contre le mouvement anarchiste, ce qu'on voit aussi très bien dans le film, et dans la série et dans le livre. C'est pour ça, je pense, qu'ils se sont bien focalisés longtemps sur le mouvement anarchiste, sur on s'en sert pour accéder au pouvoir, on s'en sert pour l'ordre, pour vraiment maintenir l'ordre et tout ça. Et voilà.
Et en fait, ça a aussi... Donc en fait, tous ces événements-là ont créé un traumatisme dans l'imaginaire du peuple. Et à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui se passait, c'était forcément d'abord la faute des anarchistes, puis ensuite, voilà. Mais, comme je vous le disais au départ, historiquement, historiquement, et par rapport à la série, c'est pas très juste. C'est-à-dire que, par rapport au bazar de la charité, donc je reviens sur le sujet principal, ils ont su le soir même que c'était pas du tout anarchiste. Ils ont envisagé cette piste-là forcément parce que tous ces éléments que je viens de décrire, très succinctement, mais ils savaient très très vite que en fait, c'était à cause de la lampe à éther que ça a explosé et que ça a mis le feu partout. Donc voilà, un petit point de digression entre les deux. Mais c'est quand même intéressant, je trouve, d'explorer cette piste-là, comme ils l'ont fait dans le film, dans la série. Je vais y arriver, dans la série et dans le livre. Voilà. Alors, donc on a parlé d'anarchie, et j'aimerais revenir sur un autre point, l'odontologie. L'odontologie. C'est pas facile à dire. L'odontologie. La reconnaissance dentaire, parce que c'est abordé dans le livre, je ne savais pas trop si c'était historique ou pas, j'ai fait mes propres recherches, et en fait, ça l'est. Et même la personne citée, donc le docteur Oscar Amoedo y Valdés, a réellement existé. Voilà. Donc là, je vais justement faire un petit point sur lui, pour une partie qui ne manque pas de mordant. Qu'est-ce que je suis trop drôle. Non? Pas drôle? C'est pas gentil. Alors, qui est le docteur Oscar Amoedo y Valdés? Eh ben, il est né en 1863 à Cuba. Et il s'intéresse et s'initie très vite à la pratique dentaire, même dès son adolescence dans un cabinet. Et en fait, le chirurgien dentiste du cabinet le pousse à en faire ses études. J'ai besoin de parler avec mes mains, je crois. Donc il poursuit sa formation à l'Académie centrale des dentistes. Alors je lis en même temps parce que... Voilà. À la Havane. Puis une fois qu'il a réussi ses études, il passe le diplôme de chirurgien dentiste à 21 ans. Parce que pourquoi pas, hein. Et puis ensuite, en 1883, il sort diplômé de la New York Dental College aux États-Unis. Et puis il s'arrête pas là. En 1889, il se rend à Paris pour le premier congrès dentaire. Et son colloque, il est ovationné. Voilà, il est reconnu par ses pairs. Il est ovationné, donc il s'installe sur Paris et il s'inscrit à la faculté de médecine. Et justement, le 4 mai 1897, il est appelé avec 3 autres dentistes pour essayer de reconnaître des victimes qui ont été tellement calcinées par l'incendie qu'il est impossible de les reconnaître. Il n'y a plus de vêtements, il n'y a plus de bijoux, parce que apparemment il y a eu des vols de bijoux. Il n'y a plus de bijoux, il n'y a aucun signe reconnaissable. Donc il fallait trouver une nouvelle méthode. Et du coup, en fait, des dentistes sont arrivés, notamment le dentiste personnel de la duchesse d'Alençon, donc je rappelle que c'est la sœur de Sissi, qui, avec le dossier dentaire, a pu établir l'identité de la duchesse. Les autres dentistes ont fait exactement la même chose. Le docteur Amoedo y Valdés, il a pris des notes sur leur façon de faire, sur leur façon de faire, comment ils ont fait pour reconnaître ces personnes avec le dossier dentaire. Et ça a été en fait sa base pour sa thèse qu'il a présentée en 1898, c'est ça, je suis en train de regarder en même temps. Donc sa thèse qui s'appelle l'art dentaire en médecine légale, et il obtient donc, du coup le titre de docteur en médecine, ce qui est un petit peu classe. Et son travail, 608 pages. 608 pages, voyez donc. Et son travail donc de 608 pages devient une référence à la matière, c'est-à-dire qu'on commence à utiliser l'identification dentaire dans tout ce qui est enquête aussi, pour la police scientifique et tout ça, ce qui est vachement intéressant. En 1902, il est élu académicien, malgré le fait que certains commencent à dire oui, il n'est pas trop français, il est un peu cubain quand même, ça ne nous plaît pas. Mais rien à faire, bien sûr, c'est ce que j'allais dire. Rien à faire, il est élu académicien et il devient président de la Société odontologique de France. Et pendant la Première Guerre mondiale, il fait partie des premiers médecins à s'engager en tant que médecin dentiste. Et le 5 août 1914, il adhère au comité de secours des blessés du visage. Donc, pour le travail de la mâchoire du maxillaire, et Dieu sait qu'ils ont eu beaucoup de travail. Du coup, à la fin de la guerre, il reçoit la Légion d'honneur, monsieur quand même, et la médaille commémorative de la Première Guerre mondiale. Mais il décède à Toulouse
le 27 septembre 1945, après avoir été fait prisonnier par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale et après avoir survécu au camp, mais il est décédé quelques mois plus tard. Donc c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a un autre personnage historique qui a réellement existé, traverse donc dans le livre et pour mettre au point une technique géniale qui va révolutionner les sciences et du coup c'est la reconnaissance dentaire. C'est super intéressant. Ensuite, il y a un autre personnage historique qui est dans le livre et que je ne connaissais pas. Voilà, donc c'est le deuxième que je connaissais pas du coup parce que je connaissais pas un truc de faire. C'est la journaliste Séverine. En plus, elle a un chouette prénom. Alors, en fait, la journaliste Séverine, au départ, elle s'appelait... Enfin, quand elle est née, elle s'appelait Caroline Rémy. Elle est née à Paris en 1856. Et son père travaille à la préfecture de police. En 1879, à Bruxelles, elle rencontre Jules Vallès. Alors, Jules Vallès, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, comme moi, j'ai appris ça aujourd'hui aussi, il a participé à la Commune. Donc ça va avec les idées de Séverine, donc Caroline Rémy, des idées révolutionnaires. Et ils vont travailler ensemble. En fait, au départ, elle va être sa secrétaire, puis ensuite, il va l'initier au travail de journalisme. Et ensemble, en 1883, ils relancent Le Cri du Peuple, donc un journal qui avait été publié au départ par Vallès en 1871 durant la Commune de Paris. Et quand il décède en 1885, elle en reprend donc la direction pour quelques années, puisqu'elle va quitter après. Mais elle continue à se battre, à dénoncer tout ce qui se passe en fait. Et notamment, elle s'oppose déjà au colonialisme, ce qui n'était pas une pensée très répandue à l'époque. Je vous rappelle que le 19e siècle était un peu la course aux colonies. En Europe, qu'est-ce qu'on s'amusait alors ? Et elle fait aussi un article sur une catastrophe qui est survenue à Saint-Étienne, le coup de Grisou. Donc ça, je pense que on l'a tous étudié à l'école grâce à Germinal. Donc le coup de Grisou, c'est une poche de gaz qui se libère, ça fait exploser les mines. Et du coup, elle est allée sur place, elle a relaté ce qui s'est passé en dénonçant les conditions de travail des mineurs. Et là où je trouve un petit peu dur, c'est qu'en fait, on a beaucoup parlé à l'époque du bazar de la charité et de toutes ces femmes aristocrates décédées, et on a beaucoup moins parlé des mineurs et des enfants qui travaillent dans les mines. Voilà, je dis ça comme ça en passant. Bon, ça arrive. Elle se bat aussi pour le droit à l'avortement, ce qui est assez révolutionnaire aussi pour l'époque, parce que bon, l'avortement, déjà encore maintenant, ça repasse en débat, mais à l'époque, c'était pas hyper commun de se battre pour ce droit-là. Et aussi, elle s'est battue pour la réhabilitation du capitaine Dreyfus. Donc, je pense que vous vous rappelez tous de vos cours d'histoire aussi. Le capitaine Dreyfus a été accusé à tort d'avoir vendu des secrets militaires à l'Allemagne. Puis en plus, il y avait un léger mouvement antisémite en France. Dreyfus était juif. Voilà, le gars, il a pas de chance. Il a été, je sais pas si vous vous rappelez, il a été déporté en Guyane, au Bagne, sur l'île du Diable, que j'ai pas eu l'occasion de visiter. J'ai eu l'occasion de visiter l'île Royale et je m'en souviens plus de l'autre île. Et c'est les conditions de détention étaient dingues. Et elle a participé donc à la réhabilitation avec Zola, avec d'autres grands noms aussi qui ont tout fait pour qu'il soit libéré et réhabilité, ce qui a marché. Et ensuite, pour revenir donc à Séverine, elle a parlé avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'envie de la révolution d'octobre de 1917, celle qui s'est passée en Russie. Je crois qu'on ne peut pas juger, parce que voilà, on connaît tous les conséquences qu'il y a eu, et le système en lui-même peut-être n'était pas bon non plus. Enfin bref, donc elle s'est battue toute sa vie pour le droit de tout le monde, pour se faire le porte-parole des personnes qui souffraient et qui n'entendaient pas et à qui on ne donnait pas la parole. Et elle s'éteint malheureusement en 1929 à Paris. Voilà. Donc, Le bazar de la charité, le bouquin. Alors, du coup, ces détails-là, c'était plus dans le bouquin que dans la série. Mais ça reprend vraiment beaucoup de choses de la fin du 19e. Moi-même, quand j'ai fait mes recherches par rapport à ce livre-là, j'ai été obligée de me restreindre un petit peu parce qu'en fait, j'aurais pu vraiment partir dans tous les sens. C'est-à-dire qu'au départ, je pensais parler aussi de la notion de divorce des femmes à l'époque, de la notion de mariage, beaucoup de choses, et j'ai été obligée de réduire parce qu'en fait, c'est impressionnant
tous les détails, tout ce à quoi ils font allusion, et c'est vraiment intéressant. Donc en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Alors certes, je ne suis pas ultra précise non plus parce que je ne suis pas historienne, tout simplement, et que je voulais juste vous donner un aperçu, comme ça, si vous, ça vous intéresse, vous pouvez aller plus loin. Je mettrai mes sources et tout ça, et puis voilà. Donc j'espère que ça vous a plu ce nouveau format. Dites-le moi en commentaire, s'il vous plaît, ça serait cool. Toujours dans le respect et la bienveillance, hein, n'oubliez pas ça, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.